Je m'appelle Jacob. J'ai 35 ans. Et ma famille a regardé en silence pendant que mon frère cadet, l'enfant chéri, me traitait de parasite à table, pendant le dîner de Thanksgiving. Le comble? À cet instant précis, cela faisait 5 ans que je remboursais discrètement son énorme dette de 52 800 € sur ses cartes de crédit. Avant de vous raconter la chute glorieuse et catastrophique qui a suivi, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où une histoire peut voyager. La scène était exactement celle que l'on imagine dans un film de fête de fin d'année. L'odeur riche de la dinde rôtie et de la cannelle flottait dans l'air. Les couverts teintés contre la plus belle porcelaine de ma mère, et un bourdonnement discret de conversation emplissaient la salle à manger parfaitement décorée de mes parents. En surface, tout était parfait. Mais en dessous, c'était un champ de mines. Ça l'avait toujours été. J'étais arrivé à l'heure, comme d'habitude, avec une tarte à la citrouille maison. Ma mère l'avait acceptée avec un sourire crispé et mince, avant de la poser sur une table d'appoint. Oublié. Oh, Jacob, tu es là, avait-elle dit, les yeux déjà tournés vers l'allée. Ton frère a un peu de retard. Il est tellement occupé ces temps-ci. Quand mon frère Lucas a enfin daigné nous honorer de sa présence, 30 minutes en retard, il a été accueilli comme un héros de guerre rentrant au pays. Ma mère, Eleanor, s'est précipitée pour le serrer dans ses bras. Mon père, Henri, lui a donné une grande tape dans le dos, avec un rire franc et sonore qui a résonné dans le couloir. Lucas avait cet effet sur les gens. Il était charmant, beau, et dégageait une confiance naturelle que moi, avec ma chemise classique boutonnée et mon tempérament discret, je n'avais jamais réussi à reproduire. Le dîner a commencé par la danse habituelle. Mes accomplissements et une promotion récente dans mon cabinet comptable ont été accueillis par un simple « c'est bien, mon chéri ». Les histoires vagues de Lucas sur une nouvelle aventure potentielle ont, elles, provoqué des go et des là, accompagnés de questions détaillées. Le point de rupture est arrivé pendant le dessert. Notre cousine Megan me parlait doucement de ses pré-étudiants et me demandait des conseils. J'étais content de l'aider et je lui dessinais un plan de remboursement possible sur une serviette. C'est à ce moment-là que Lucas s'est penché au-dessus de la table, un sourire narquois aux lèvres. Il m'a coupé la parole en plein milieu d'une phrase. Franchement, Jacob, a-t-il dit d'une voix assez forte pour que tout le monde entende, tu devrais arrêter de mendier de l'argent. C'est embarrassant. Le tintement des fourchettes s'est arrêté net. La conversation est morte. Un silence épais et suffocant est tombé sur la pièce. 12 paires d'yeux sont passés de Lucas à moi. J'ai regardé ma mère, puis mon père. Ils connaissaient la vérité. Ils savaient pour les paiements mensuels, les sacrifices, le secret que je gardais depuis 5 ans. Ils n'ont rien dit. Leur silence était un verdict. Une étrange sensation de calme m'a envahi. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était de la clarté. Une clarté vive et froide, comme celle qui précède la foudre. J'ai souri. Un petit sourire sincère. Tu sais quoi, Lucas? Tu as raison. Je me suis excusé de table, je suis allé dans le calme de la salle de bain des invités et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon application bancaire, mes doigts bougeant avec une précision rodée. Paiement à Capital One, bénéficiaire Lucas Cole, montant 200 €, fréquence mensuelle. Annulé. Paiement à Chase Sapphire, bénéficiaire Lucas Cole, montant 250 €, fréquence mensuelle. Annulé. Paiement à MX Gold, bénéficiaire Lucas Cole, montant 200 €, fréquence mensuelle. Annulé. Paiement à Discover, bénéficiaire Lucas Cole, montant 100 €, fréquence mensuelle. Annulé. Paiement à prêt personnel, bénéficiaire Lucas Cole, montant 130 €, fréquence mensuelle. Annulé. 5 tapotements. 5 confirmations. 5 années de servitude. Effacé en 30 secondes. En revenant dans la salle à manger, un léger bourdonnement a commencé du côté de Lucas. Puis un autre, et encore un autre. C'était son téléphone qui vibrait sous les alertes des banques. Son sourire arrogant a vacillé, remplacé d'abord par de la confusion, puis par la panique. La tempête venait juste de commencer, et c'était moi qui l'avais déclenchée. Pour comprendre comment nous en étions arrivés à ce dîner de Thanksgiving, il faut remonter 5 ans en arrière. J'avais 30 ans et Lucas en avait 25.
J'étais déjà bien établi dans ma carrière, réputé pour ma fiabilité, ma méthode, le genre de personne à qui l'on confie les finances de son entreprise. Je vivais modestement, j'épargnais avec discipline et j'avais un plan clair pour mon avenir. Lucas était différent. C'était un tourbillon d'idées brillantes et de passions fugaces. Un mois il lançait une agence de marketing haut de gamme, le mois suivant il développait une application censée révolutionner les repas entre amis. Chaque projet s'accompagnait d'une avalanche de publications sur les réseaux sociaux montrant un mode de vie glamour, événements de networking dans des bars sur les toits, séances de brainstorming sur des plages ensoleillées, et toujours les derniers vêtements de créateurs et gadgets technologiques. Il était le fils dont mes parents se vantaient. J'étais le fils sur qui ils comptaient. L'appel est arrivé tard un mardi soir. Je travaillais encore tard, en train de rapprocher des comptes pour un rapport trimestriel. Mon téléphone a sonné et le nom de Lucas est apparu à l'écran. Quand j'ai répondu, sa voix était tendue, dépouillée de son arrogance habituelle. « Jake mec, t'as une minute ?» Il m'a raconté une histoire de client qui s'était retiré à la dernière minute, d'un gros investissement qui était tombé à l'eau, le laissant dans une situation temporairement difficile. Il avait présenté ça comme un simple accident de parcours sur la route de son succès. Ce ne sont que quelques cartes de crédit, avait-il dit, la voix teintée d'une onde bien répétée. Je me suis un peu laissé déborder. Tu sais comment c'est. J'ai juste besoin d'un petit coup de main pour me remettre sur pied. Juste pour quelques mois, je te le jure. Je te rembourserai jusqu'au dernier centime, avec les intérêts. Il paraissait tellement convaincant, tellement sincèrement désemparé. C'était mon petit frère. On aide son petit frère. C'est ce que font les grands frères. J'avais un compte d'épargne bien garni, un bon salaire et un besoin profond, ancré depuis l'enfance, de l'approbation de ma famille. Peut-être, juste peut-être, c'était ma chance de devenir enfin le héros à leurs yeux, et pas seulement le comptable fiable. Combien ? Ai-je demandé. Il a hésité. C'est un peu beaucoup, mais je peux gérer une fois que ce nouveau contrat sera signé. J'ai juste besoin de tenir les banques à distance pour que mon score de crédit ne s'effondre pas. Saturer l'entreprise. Il avait réussi à me faire croire que je ne l'aidais pas seulement lui, je sauvais son avenir. Le un peu beaucoup s'est révélé être les soldes de 5 cartes différentes, totalisant un peu plus de 50 000 €. Le montant m'a donné la nausée. Mais la honte dans sa voix, l'idée qu'il puisse échouer, la peur de ce que mes parents penseraient, tout cela a brouillé mon jugement. D'accord, ai-je dit. Le mot m'a paru lourd et stupide au moment même où il sortait de ma bouche. D'accord, Lucas, je vais t'aider. J'ai mis en place les paiements moi-même, directement auprès des compagnies de cartes de crédit. Cela me semblait plus sûr. Je me suis dit que c'était temporaire. Quelques mois, peut-être un an. C'était mon frère après tout. Il ne me laisserait pas tomber. C'était ma première et plus grosse erreur. Je ne payais pas seulement ses factures. Je finançais son mensonge. Et j'étais sur le point de devenir l'investisseur silencieux et invisible d'une vie que je n'aurais même pas pu m'offrir à moi-même. Le premier paiement est parti ce vendredi-là. C'était le début d'une peine de 5 ans que je m'étais imposée sans le savoir. Lucas n'était pas devenu le préféré récemment. C'était le socle de notre dynamique familiale. La vérité tacite qui donnait forme à chaque fête, chaque anniversaire, chaque coup de téléphone. Il était l'enfant doré. J'étais le bon fils. Ces deux expressions semblent proches, mais elles sont aux antipodes l'une de l'autre. L'enfant doré est aimé pour ce qu'il est. Le bon fils est aimé pour ce qu'il fait. Je me souviens de ma remise de diplôme à l'université. J'avais obtenu ma licence avec mention très bien en comptabilité, un programme réputé très difficile. Mes parents étaient venus, nous avions pris des photos, et ils avaient dit « Nous sommes fiers de toi, Jacob. Une belle carrière stable. » On aurait dit qu'ils complimentaient l'achat d'une voiture raisonnable. Plus tard cette même année, Lucas avait abandonné son programme de commerce après 2 semestres. Mes parents avaient pris l'avion pour sa ville universitaire et l'avaient emmené dans un restaurant chic pour l'aider à traverser cette difficile transition. Ma mère disait à tout le monde que Lucas était un esprit créatif, que la structure de l'enseignement traditionnel l'étouffait. Quand j'ai obtenu ma première grosse promotion, celle qui a fait passer mon salaire à 6 chiffres, je les ai appelés, tout excité. Mon succès était immédiatement transformé en ressources pour le dernier problème de Lucas.
Leur maison était un sanctuaire dédié à Lucas. Ses trophées de football du lycée étaient encore polis et exposés dans le salon. Des photos de ses voyages payés par les dettes que je couvrais désormais étaient encadrées sur la cheminée. La seule photo de moi était un petit cliché daté de ma remise de diplôme, caché sur une étagère dans le bureau. Cette dynamique devenait douloureusement claire à chaque Noël. Je passais des semaines à chercher les cadeaux parfaits pour mes parents, des choses réfléchies et pratiques que je savais qu'ils utiliseraient. Ils les ouvraient et disaient « Oh, comme c'est joli, Jacob. Merci. » Puis Lucas arrivait avec quelque chose de clinquant et cher probablement acheté à crédit et ma mère fondait en larmes de joie. Une année, il leur avait offert une énorme télévision à écran plat. Ils en avaient parlé pendant des mois. Cette même année, j'avais payé la nouvelle chaudière installée dans leur sous-sol. On n'en avait plus jamais reparlé. J'étais le filet de sécurité de la famille, le soutien financier discret, celui qui s'assurait que les lumières restent allumées en coulisses. Lucas était la star du spectacle. Mon rôle était d'être fiable. Le sien était d'être brillant. Et lentement, j'ai commencé à réaliser que, à leurs yeux, la fiabilité était ennuyeuse. On l'attendait. Elle ne méritait pas le même amour inconditionnel et la même admiration que Lucas recevait simplement pour exister. Alors, quand j'ai accepté de payer ses dettes, ce n'était pas seulement un geste de fraternité. C'était une tentative inconsciente de gagner enfin la partie. Si je pouvais être celui qui sauvait secrètement leur précieux enfant doré, si je pouvais résoudre son plus gros problème sans que personne ne le sache, alors sûrement cela me rendrait digne. Sûrement, alors, il me verrait. Il me verrait enfin. C'était une supplique désespérée et silencieuse pour obtenir de la validation. Une supplique qui resterait sans réponse pendant 5 longues et coûteuses années. La première année de paiement ressemblait encore à un sacrifice temporaire. Je me disais que c'était une bonne action. Le total s'élevait à 880 € par mois, une part importante de mon revenu disponible. J'ai réduit les sorties au restaurant. J'ai repoussé l'achat d'une nouvelle voiture. Et j'ai regardé mon compte d'épargne, autrefois source de fierté, stagner. Pendant ce temps, mes fils d'actualité étaient remplis des aventures de Lucas. Le voilà à Aspen, selfie sur le télésiège avec un sourire éclatant, légende, travail dur, joue dur. Elle. Le paiement MX pour ce voyage est passé sur mon compte la même semaine. Le voilà à Miami sur un yacht avec un groupe de belles personnes, levant une coupe de champagne. Légende, conclure des affaires au soleil. J'ai payé la facture de chez Saphir en mangeant des nouilles instantanées sur mon comptoir de cuisine. Il ne m'a jamais dit merci. Pas directement. Le sujet était un trou noir d'accord tacite. Nous n'en parlions jamais. Reconnaître les paiements aurait été reconnaître son échec, et tout le système familial était conçu pour protéger Lucas de cette réalité. Vers la 2e année, la situation temporaire était clairement devenue permanente. Ses dépenses n'ont pas diminué, elles ont augmenté. Il a loué un nouveau SUV de luxe. Il a emménagé dans un loft tendance en centre-ville. Il a rencontré Olivia, une femme intelligente et accomplie issue d'une bonne famille, et a entamé une romance tourbillonnante. Il se présentait à elle et au monde comme un entrepreneur autodidacte sur le point de faire une percée massive. Le ressentiment a commencé à se figer dans mes tripes. C'était une brûlure basse et constante. Je vivais dans un petit appartement d'une chambre en périphérie de la ville pour pouvoir couvrir ces 880 € supplémentaires chaque mois. Je portais des chemises dont le col commençait à s'effilocher. Ma vie était mise en pause pour qu'il puisse vivre dans le mensonge. C'est vers la 3e année que j'ai commencé le tableur. Ce n'était pas par vengeance, pas au début. C'était pour ma propre santé mentale. J'avais besoin de tout voir en noir et blanc pour me prouver que je n'étais pas fou. J'ai créé un simple fichier Excel. Colonne, date, montant du paiement, carte prêt, total mensuel, total cumulé. Les lignes s'étiraient, mois après mois, année après année. Regarder le total cumulé grimper était à la fois écœurant et hypnotique, 26 400 €, 52 800 €. Ce chiffre de 52 800 € représentait 5 années de ma vie. 5 années de vacances sautées, d'investissements retardés et d'une existence calme et solitaire. Tout cela pour alimenter le mensonge brillant et éblouissant de mon frère Lucas. Le tableur est devenu mon secret, mon témoin. C'était la seule chose au monde qui connaissait toute la vérité. En emballant ma seule tarte à la citrouille pour me rendre chez mes parents ce Thanksgiving-là,
je ne me doutais pas que mon témoin silencieux était sur le point d'être appelé à la barre. Le trajet de retour de chez mes parents après l'incident de Thanksgiving était surréaliste. Le trafic habituel des fêtes n'était qu'un flou. Pour la première fois en 5 ans, je me sentais léger. Le poids écrasant de ces 880 € mensuels, un fardeau auquel je m'étais tellement habitué que je le remarquais à peine, avait disparu. Mais ce n'était pas seulement cela. Le poids du secret, du ressentiment, du besoin désespéré d'approbation, tout avait été cautérisé dans ce seul acte silencieux de défiance. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des années. La paix a duré exactement jusqu'à 7h15 le lendemain matin. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. C'était un texto de Lucas. « Hey mec. Question bizarre. Est-ce que mon paiement MX est passé? J'ai reçu une alerte étrange. J'ai regardé le message et j'ai souri. Je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard, un autre vibreur. Lucas, sérieusement, Jack, ma carte Chase vient d'être refusée pour un café. Qu'est-ce qui se passe? Tu as oublié? Oublié? Le ton condescendant était saisissant. Comme si j'étais son assistant personnel qui avait commis une erreur administrative. J'ai continué à l'ignorer. Les textos sont arrivés de plus en plus vite. Un staccato frénétique d'entitlement et de panique grandissante. Lucas, décroche ton téléphone. Lucas, ce n'est pas drôle. J'ai des factures à payer. Mon paiement de voiture est lié à une de ces cartes. Lucas, Jacob, réponds-moi. Puis les appels ont commencé. J'ai laissé chacun aller sur la messagerie vocale. Le silence que je découvrais était une arme bien plus puissante que n'importe quelle parole en colère que j'aurais pu prononcer. À 9h, mon téléphone a sonné avec un nom différent, maman. Je savais que je devais répondre à celui-là. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai glissé pour accepter. Jacob, qu'est-ce qui se passe? Sa voix était tranchante, accusatrice. Pas de bonjour. Pas de comment vas-tu? Bonjour à toi aussi, maman, ai-je répondu d'une voix égale. Ne sois pas difficile. Ton frère est en pleine panique. Il dit que ses cartes sont refusées partout. Il dit que tu ne réponds pas à ses appels. Tu as oublié de faire les paiements? Encore ce mot, oublier. Comme si j'étais celui qui oubliait, celui sur qui on ne pouvait pas compter. Non, maman. Je n'ai pas oublié, ai-je dit calmement. Il y a eu une pause. Alors qu'est-ce que c'est? Tu as des problèmes financiers? Tu aurais dû le dire. On aurait pu trouver une solution. L'implication était claire, si j'avais des problèmes, c'était moi le problème à résoudre. Et la ligne de soutien à Lucas pouvait continuer. Je n'ai pas de problème financier, maman. Je vais très bien. En fait, mon budget vient de se libérer d'environ 880 € par mois. Le silence à l'autre bout de la ligne était lourd. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête, le déni luttant contre l'horrible vérité qui se faisait jour. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle finalement murmuré, la voix serrée par l'incrédulité. « J'ai fait ce que Lucas m'a dit de faire », ai-je répondu, laissant les mots flotter dans l'air. Il m'a dit d'arrêter de mendier de l'argent, alors je l'ai fait. J'ai arrêté de payer les siens. J'ai entendu une inspiration brusque. « Jacob, tu ne peux pas être sérieux. Tu sais qu'il compte sur toi. Tu es son frère. Comment peux-tu être aussi égoïste? Après tout ce qu'on a fait pour toi. » C'était la limite. L'audace pure et sans mélange de cette phrase a brisé quelque chose en moi. Tout ce que vous avez fait pour moi, ai-je répété, la voix dangereusement basse. J'ai payé 52 800 € de ses dettes en 5 ans. Une dette qu'il a accumulée en vivant la vie que vous avez tous applaudie. Et hier, vous êtes resté assis là et vous l'avez laissé m'humilier. Vous avez choisi votre fils préféré. Eh bien, maintenant votre fils préféré va devoir être un homme par lui-même. La banque Jacob est officiellement fermée. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai raccroché. Ma main tremblait, non pas de peur, mais d'adrénaline. La première vraie bataille avait été livrée et je n'avais pas reculé. Je pensais que l'appel avec ma mère était le pire. Je me trompais. Le vrai coup de poignard, celui qui a vraiment tourné le couteau, est arrivé 1 heure plus tard. Mon père, Henri, a appelé.
Mon père et moi avions toujours eu une compréhension silencieuse et tacite. C'était un homme de peu de mots, un observateur passif dans l'orbite de favoritisme de ma mère. Mais j'avais toujours cru qu'au fond de son silence, c'était un homme juste. C'était lui qui m'avait appris à équilibrer un chéquier, qui avait insisté sur l'importance d'un bon score de crédit et de vivre selon ses moyens. J'avais cru, naïvement, qu'il verrait la logique de mes actes. Qu'il serait mon allié. Jacob, a-t-il dit, la voix basse et lourde de déception. C'était le ton qu'il utilisait quand j'étais enfant et que j'avais cassé une fenêtre en jouant au baseball. Salut, papa, ai-je répondu, un mince espoir vacillant encore. Ta mère est très contrariée, a-t-il commencé. Tu l'as mise dans une position terrible. Pas Lucas est dans une position terrible. Pas tu dois souffrir. Mais tu as contrarié ta mère. Une fois de plus, mes actes étaient jugés uniquement à l'aune de leur impact sur les autres. Je ne l'ai mise dans aucune position, papa, ai-je dit en essayant de garder une voix stable. Ce sont les choix de Lucas et sa réaction qui ont créé cette situation. C'est ton frère, a-t-il dit, et le ton condescendant m'a donné la chair de poule. Les familles s'entraident. C'est ce qu'on fait. Est-ce que tu connaissais le total, papa, ai-je demandé, tranchant dans ses platitudes. Est-ce que maman t'a déjà dit le chiffre exact? C'était 52 800 € sur 5 ans. Pendant qu'il achetait de nouvelles voitures et partait en vacances, moi je vivais dans un appartement minuscule et je mettais ma propre vie en pause. Est-ce que tu savais ça? Il y a eu une longue pause. Quand il a enfin parlé, sa voix était tendue. Je savais que tu l'aidais. Je ne connaissais pas les détails. Eh bien, maintenant tu les connais, ai-je dit. Et hier, tu connaissais les détails de ce qu'il m'a dit à cette table. Et tu n'as rien fait. Tu n'as rien dit. C'était le moment de vérité. Je lui offrais une chance, une bouée de sauvetage pour se racheter à mes yeux. Il pouvait dire, tu as raison, fils. Je suis désolé. J'aurais dû prendre ta défense. Au lieu de cela, il a prononcé les 5 mots qui ont brisé le dernier reste de respect que j'avais pour lui. Tu as changé, Jacob. Il a soupiré. Tu étais un si bon fils. Si gentil. Maintenant tu es simplement cruel. Cruel. Le mot m'a frappé comme un coup physique. Moi qui avais sacrifié 5 années. Moi qui avais silencieusement entretenu leur illusion pour préserver la paix. Moi qui avais simplement voulu un simple merci ou un soupçon de reconnaissance. J'étais le cruel. Le téléphone glissait dans ma main. Ma gorge s'est serrée et pendant une seconde je n'ai pas pu parler. Il ne défendait pas seulement Lucas. Il pleurait la perte du fils docile et utile que j'étais autrefois. Il n'était pas triste pour moi. Il était triste que le distributeur de billets de la famille ait soudain développé une colonne vertébrale. Je dois y aller, papa, ai-je réussi à articuler, la voix épaissie par une trahison si profonde qu'elle ressemblait à du chagrin. Réfléchis juste à ton frère, a-t-il lancé en dernier recours. Je l'ai fait, ai-je répondu, ma voix devenue glace. Pendant 5 ans, je n'ai pensé qu'à lui. Maintenant, pour la première fois, je vais penser à moi. J'ai mis fin à l'appel. Et dans le silence écrasant de mon appartement, je me suis enfin autorisé à pleurer. Pas pour Lucas, pas pour mes parents, mais pour la famille que je croyais avoir et pour le père que j'aurais voulu qu'il soit. C'était une trahison dont on ne revenait pas. Quand le chantage émotionnel direct de mes parents a échoué, Lucas a changé de tactique. Il ne pouvait plus me contrôler, alors il a décidé de contrôler le récit. Il a lancé une campagne de diffamation à grande échelle, et j'en étais la cible. Ça a commencé avec la famille élargie. Mon téléphone s'est mis à vibrer avec des textos de tante et d'oncle. Ma tante Patricia, la sœur de ma mère, a écrit en premier. Jacob, ta mère est morte d'inquiétude pour toi. Est-ce que tu vas bien? Nous sommes tous là pour toi si tu traverses quelque chose. L'implication était claire, je n'agissais pas rationnellement. Je devais faire une sorte de crise. Puis est venu l'appel de mon oncle Warren. Hey, petit. Lucas m'a dit que vous aviez eu une petite dispute à propos d'argent. Il se sent terriblement mal. Il dit qu'il s'inquiète que tu sois sous beaucoup de stress au travail, que tu ne réfléchisses peut-être pas clairement. Lucas se peignait comme le frère inquiet et magnanime, et moi comme l'instable vindicatif.
Il racontait à tout le monde que je lui avais prêté une petite somme d'argent il y a des années, et que maintenant je faisais une crise de santé mentale et que j'exagérais tout. Il transformait mon acte d'autoprotection en acte de folie. Le plus rageant, c'est que ça marchait. Ma famille avait un scénario préétabli, Lucas est charmant et réussi. Jacob est calme et responsable. Mon refus soudain de jouer mon rôle était plus facile à expliquer comme un échec personnel de ma part que d'affronter la vérité inconfortable, leur enfant doré était un manipulateur et un imposteur. Puis il est passé au public. Lucas a posté un statut vague et mélodramatique sur ses réseaux sociaux. C'était une masterclass de passif-agressif. Une photo de lui regardant pensivement par une fenêtre, avec la légende « Tant difficile ces derniers temps ». C'est dur quand les personnes que tu aimes le plus sont celles qui essaient de te détruire. La jalousie financière est une chose réelle et laide. Je prie pour la paix et la guérison de tous les concernés. La section des commentaires était une avalanche de sympathie. Reste fort, Lucas. Ne laisse pas les haters t'abattre. Je n'arrive pas à croire qu'un membre de la famille te fasse ça. Il n'avait pas prononcé mon nom, mais ce n'était pas nécessaire. Toute la famille savait de qui il parlait. Il me marquait publiquement comme jaloux et déséquilibré. L'homme dont j'avais secrètement financé le train de vie de luxe m'accusait maintenant de jalousie financière. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. J'ai ressenti une vague de colère brûlante. Mon premier réflexe a été de riposter, de poster le tableur, de l'exposer comme le menteur qu'il était. Mais j'ai réfléchi à 2 fois. Une querelle publique serait sale. Ça me ferait juste passer pour aussi désespéré et puéril que lui. Non, il voulait une réaction. Il voulait que je perde mon sang-froid. Je ne lui donnerais pas cette satisfaction. Au lieu de cela, j'ai appelé la seule personne de la famille en qui je savais pouvoir avoir confiance, ma cousine Mégane. Elle était intelligente, posée, et avait toujours vu clair dans les absurdités de la famille. Mégane ? C'est Jacob, ai-je dit quand elle a décroché. Je sais, a-t-elle répondu, la voix chaleureuse mais sérieuse. J'attendais ton appel. J'ai vu le post de Lucas. Ne t'inquiète pas, je n'en crois pas un mot. Maintenant, raconte-moi tout depuis le début. Pendant l'heure qui a suivi, je l'ai fait. Je lui ai parlé des 5 années, des 880 € par mois, du tableur, de la scène à Thanksgiving, des appels de mes parents. J'ai mis toute la laide histoire à nu. Quand j'ai terminé, il y a eu un moment de silence. Puis Mégane a dit. Waouh. Je savais qu'il le favorisait, mais je n'avais aucune idée que c'était à ce point. Jacob, tu as fait ce qu'il fallait. Il était temps que quelqu'un lui tienne tête. Qu'est-ce que tu as besoin de moi? Sa validation a été comme une bouée de sauvetage dans une mer de manipulation. Je n'étais pas fou. Je n'étais pas cruel. J'étais simplement fini. Pour l'instant, juste me croire, ai-je dit, la voix épaisse d'émotion. Toujours, a-t-elle répondu. Maintenant, voyons ce qui vient ensuite. Savoir que j'avais au moins une personne de mon côté m'a donné la force d'affronter la tempête que je savais encore à venir. Rencontrer Mégane pour un café a ressemblé à remonter à la surface après avoir été maintenu sous l'eau. Nous nous sommes assis dans un coin tranquille d'un café local. L'odeur des grains de café torréfié offrait un contraste réconfortant avec la toxicité des derniers jours. J'ai sorti mon ordinateur portable et je lui ai montré le tableur. Elle a fait défiler les lignes, les yeux écarquillés. Mon Dieu, Jacob, a-t-elle murmuré en levant les yeux vers moi. Il ne t'a pas juste demandé de l'aide. Il t'a systématiquement vidé. C'est de l'abus financier. Entendre ces mots prononcés à voix haute a solidifié quelque chose en moi. Ce n'était pas juste aider la famille. C'était de l'exploitation. Le soutien inébranlable de Mégane a été l'encre dont j'avais besoin. Elle m'a aidé à recadrer le récit dans ma propre tête. Je n'étais pas le méchant. J'étais la victime qui avait enfin décidé d'arrêter de jouer le rôle. Alors, elle est comment, Olivia, a demandé Mégane en changeant de sujet. Est-ce qu'elle sait quelque chose de tout ça? Olivia, la femme de Lucas. Je ne l'avais rencontrée que quelques fois. Elle était posée, intelligente, et semblait sincèrement adorer Lucas. Elle venait d'une famille avec de l'argent ancien, pas ostentatoire, mais substantiel. Elle avait toujours semblé un peu trop bien pour être vraie, et définitivement trop bien pour mon frère.
Je ne pense pas, ai-je dit. Il s'est construit toute une image auprès d'elle, entrepreneur à succès. L'histoire qu'il racontait à tout le monde était qu'il avait un petit fonds fiduciaire d'un parent éloigné qui lui avait donné son départ, un héritage qui lui permettait de prendre des risques. Un fonds fiduciaire, a ricané Meghan dans son latte. Le seul fonds fiduciaire que Lucas ait jamais eu, c'est toi. Nous avons parlé encore une heure et, pour la première fois, j'ai ressenti un sentiment de stratégie, pas seulement de survie. J'avais une alliée. Le monde semblait un peu moins solitaire. En rentrant chez moi en voiture, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai failli ignorer, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô, est-ce Jacob? Elle. La voix était féminine, professionnelle et vaguement familière. Oui, c'est moi. Jacob, c'est Olivia Cole. Mon sang s'est glacé. Mes mains se sont crispées sur le volant. Je me suis rangé sur le côté de la route, le cœur battant contre mes côtes. Était-ce la prochaine vague d'attaque? Allait-elle me crier dessus pour défendre son mari? Olivia, ai-je dit en gardant une voix aussi neutre que possible. Bonjour. Je sais que c'est un appel incroyablement gênant à passer, a-t-elle commencé, et son ton n'était pas hostile. Il était confus. Je m'excuse de t'appeler à l'improviste. Lucas est bien, il est très agité ces derniers jours, et franchement, il ne fait pas beaucoup de sens. Je suis resté silencieux, la laissant parler. Il parle d'un désaccord professionnel entre vous deux, a-t-elle continué prudemment. Mais quelque chose étranges se sont produites. Notre compte courant joint est plus bas qu'il ne devrait l'être. Et j'ai reçu une alerte pour un paiement manqué sur une carte de crédit dont je ne connaissais même pas l'existence. Il est très évasif à ce sujet. Je pouvais entendre la précision calculée dans ses mots. Elle pêchait des informations, mais elle le faisait intelligemment. Il a mentionné ton nom en lien avec le paiement manqué, a-t-elle dit, sa voix baissant légèrement. Ça va paraître bizarre, mais il a fait comme si tu étais responsable de faire ces paiements. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Le moment est resté suspendu dans l'air, chargé de possibilités tacites. C'était un carrefour critique. Je pouvais tout lui raconter et risquer une explosion, ou faire l'innocent et rester en dehors de leurs problèmes conjugaux. J'ai pensé aux mots de Meghan, abus financier. J'ai pensé à Olivia, qui avait été mariée à son insu dans un énorme mensonge. Elle méritait la vérité, mais je devais être intelligent. Olivia, ai-je dit lentement, choisissant mes mots avec soin. Je pense que toi et moi avons besoin d'avoir une conversation, mais pas au téléphone et pas avec Lucas impliqué. Juste tous les deux. Il y a eu une longue pause de son côté. Je pouvais pratiquement entendre son cerveau traiter les implications de ma phrase. Oui, a-t-elle finalement dit, sa voix ferme, toute confusion remplacée par une résolution soudaine et d'acier. Je pense que tu as raison. Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain. En raccrochant, j'ai réalisé que le jeu avait changé. Ce n'était plus seulement entre mon frère et moi. Je venais d'armer sa femme d'une arme puissante, le soupçon. Et j'avais le sentiment qu'Olivia était le genre de personne qui ne s'arrêterait pas avant d'avoir découvert toute la vérité. Cette pensée était à la fois terrifiante et exaltante. Partie 4.2 Un acte désespéré. Lucas avait dû sentir qu'il perdait le contrôle, car son prochain mouvement a été d'une pure et totale désespoir. L'après-midi suivant, alors que j'étais au milieu d'une réunion au travail, la réceptionniste a sonné à mon poste. Mon estomac s'est noué. Une minute plus tard, elle a sonné à nouveau. Sa voix était troublée. Jacob, il n'écoute pas. Il arrive. Avant que je puisse répondre, la porte vitrée de notre service s'est ouverte en grand et Lucas est apparu. Son visage était un masque de fureur, ses cheveux en désordre. Il s'est dirigé droit vers mon box, ignorant les regards stupéfaits de mes collègues. Il faut qu'on parle, a-t-il sifflé, la voix basse et menaçante. Maintenant. Lucas, c'est mon bureau. Tu ne peux pas être ici, ai-je dit en me levant, essayant de garder une voix calme et professionnelle. Mon patron, Monsieur Sterling, nous observait depuis son bureau, le front plissé. Je m'en fiche. Tu es en train de ruiner ma vie, a-t-il lancé, sa voix montant en volume. Les gens commençaient à nous regarder ouvertement. Tu penses que c'est une blague? Tu m'as coupé sans aucun avertissement. Je pense que tu dois partir,
ai-je dit fermement, le visage brûlant de honte. Pas avant que tu répares ça. Remets les paiements en route. Je te rembourserai, a-t-il bafouillé, le mensonge sonnant creux même à ses propres oreilles. C'est alors que M. Sterling est sorti de son bureau. C'était un homme calme, pragmatique, la soixantaine passée. Il s'est approché et s'est placé à côté de moi, sa présence commandant immédiatement le respect. Y a-t-il un problème ici, Jacob, a-t-il demandé, les yeux fixés sur Lucas. Non, monsieur. Mon frère était juste en train de partir, ai-je dit. Monsieur Sterling a regardé Lucas. Ceci est un lieu de travail, jeune homme. Quels que soient vos problèmes personnels, vous les réglerez ailleurs. Maintenant. Sa voix était calme, mais elle portait le poids incontestable de l'autorité. Lucas a regardé Monsieur Sterling, puis moi, la poitrine haletante. Il avait voulu m'intimider, faire une scène et me forcer la main. Au lieu de cela, il venait de se donner l'air d'un enfant instable et volatile devant tout mon univers professionnel. Vaincu, il m'a lancé un regard de pure haine, a fait volte-face et est sorti en trombe. Monsieur Sterling l'a regardé partir, puis s'est tourné vers moi. Tout va bien? Oui, monsieur. Je m'excuse pour la perturbation. Ne t'excuse pas pour lui, a-t-il dit avec une surprenante dose d'empathie dans le regard. La famille, ça peut être compliqué. Il m'a adressé un bref hochement de tête et est retourné dans son bureau. L'incident était humiliant, mais c'était aussi un cadeau. Lucas avait montré ses vraies couleurs. Il n'était pas un entrepreneur charmant. C'était un tyran imprudent, et il venait de le prouver au monde, ou du moins à mon petit coin de monde. Son acte désespéré avait spectaculairement échoué. Ma rencontre avec Olivia s'est déroulée dans le même café tranquille où j'avais vu Megan. Elle est arrivée pile à l'heure, vêtue d'une tenue élégante et discrète qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Elle paraissait composée, mais je voyais la tension dans sa mâchoire. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer, Jacob, a-t-elle dit d'une voix stable. « Bien sûr, ai-je répondu. Nous avons commandé un café. » Les banalités semblaient absurdement normales vu les circonstances. Une fois que la barista est partie, elle est allée droit au but. « J'ai passé la nuit dernière à examiner nos finances, a-t-elle dit, le regard direct et inflexible, ou plutôt ce que je croyais être nos finances. Lucas m'a menti. Pas de petits mensonges, de gros. Elle m'a raconté qu'elle avait trouvé des relevés de cartes de crédit qu'il avait juré avoir fermés des années plus tôt. Elle avait découvert que la compte pour le SUV ne venait pas des bénéfices de son entreprise, mais d'un prêt personnel à taux élevés. Et le plus accablant, elle avait appelé son père, conseiller financier, pour lui demander d'enquêter discrètement sur le fonds fiduciaire familial Thomson que Lucas avait toujours présenté comme son filet de sécurité. Comme tu le sais sûrement, a dit Olivia avec un sourire sans humour, il n'existe pas. Il n'a jamais existé. Il n'y a aucun héritage. J'ai simplement hoché la tête, la laissant diriger la conversation. Donc je dois te reposer la question, Jacob. Est-ce que tu payais ces factures? C'était le moment. Plus de cachette. Plus de protection. Oui, ai-je dit. Pendant 5 ans. J'ai un tableur si tu veux le voir. J'ai ouvert mon ordinateur et je l'ai tourné vers elle. Je n'ai pas eu besoin d'expliquer. Elle était intelligente. Elle a compris les chiffres instantanément. Elle a fait défiler en silence, sa composure se fissurant légèrement. Une larme unique a tracé un chemin sur sa joue, et elle l'a essuyé avec colère. Il m'avait dit que c'était temporaire, ai-je dit doucement. Je l'ai cru. C'est un menteur très convaincant. Elle a acquiescé, la voix durcissant. Elle a fermé l'ordinateur. Les mots sont restés suspendus dans l'air, lourds et définitifs. J'ai convoqué une réunion de famille pour ce soir, a-t-elle annoncé, son ton passant de victime à commandant. Chez nous. Mes parents seront là, les tiens aussi, ainsi que Lucas et toi. Quel est l'objectif, ai-je demandé. La vérité, a-t-elle répondu, les yeux brillants d'un feu froid que je n'avais jamais vu. Toute la vérité. Plus de secrets, plus de mensonges. J'ai besoin que tout le monde dans cette pièce sache exactement qui est mon mari. Et j'ai besoin que tu sois là avec ton tableur pour me soutenir. Tu peux faire ça? J'ai regardé cette femme dont le monde avait été bouleversé en 48 heures. Elle n'essayait pas seulement de se sauver elle-même.
Elle essayait de forcer un règlement de compte qui était en retard de plusieurs années. Elle faisait ce que j'avais eu trop peur de faire. Oui, ai-je dit, un sentiment renouvelé de détermination m'envahissant. Je serai là. Ce soir-là, je suis entré dans le beau loft de Lucas et Olivia, celui que mon argent avait contribué à payer, et j'ai ressenti une étrange sensation de calme. Mes parents et Lucas étaient déjà là, assis d'un côté du grand salon. Ils formaient un front uni, prêt au combat. Lucas m'a lancé un regard suffisant, pensant clairement que cette réunion convoquée par sa femme allait me remettre dans le rang. Il n'avait aucune idée qu'il marchait vers sa propre exécution. Les parents d'Olivia, un couple calme et distingué, étaient assis en face. J'ai pris place à côté d'eux, créant une ligne de division claire dans la pièce. Olivia s'est tenue au milieu, un dossier entre les mains. « Merci à tous d'être venus », a-t-elle commencé, sa voix résonnant avec autorité. J'ai convoqué cette réunion parce que j'ai découvert des choses profondément troublantes sur les finances de notre famille et sur le réseau de mensonges qui les maintenait ensemble. Et tout commence avec toi, Jacob. Elle s'est tournée vers moi. Lucas a ricané. Ma mère a eu l'air vengée. Tout commence, a continué Olivia, les yeux rivés sur son mari, avec les 52 800 € que Jacob a payés pour couvrir tes dettes secrètes au cours des 5 dernières années. Le ricanement a disparu du visage de Lucas. Ma mère a étouffé un cri. Mon père est resté figé, le visage blême. Le procès avait commencé. Le silence qui a suivi la déclaration d'ouverture d'Olivia était assourdissant. C'était comme si elle avait aspiré tout l'air de la pièce. Lucas l'a regardé bouche bée, le visage mélangeant choc et trahison. Olivia, de quoi tu parles, a finalement bafouillé ma mère, reprenant ses esprits la première. C'est une affaire privée de famille. Jacob est juste dramatique. Ah oui, a répondu Olivia, la voix dangereusement calme. Elle s'est approchée du grand téléviseur fixé au mur et a connecté son ordinateur. Un instant plus tard, mon tableur mon témoin silencieux s'est affiché devant tout le monde. Date. Capital One. Chase. MX. Discover. Prêt personnel. Total mensuel. Total cumulé. 60 lignes de vérité indéniable, méticuleusement documentées. Je ne trouve pas que le chiffre de 52 800 € soit particulièrement dramatique, a dit Olivia, les laissant tous absorber les nombres à l'écran. Je trouve que c'est du vol. Attendez une minute, a bafouillé mon père, Henri, retrouvant sa voix. Jacob a proposé d'aider. C'était un prêt, un arrangement familial. Un prêt implique l'intention de rembourser, a contré Olivia sans perdre une seconde. Y avait-il une intention de rembourser, Lucas? Ou le plan était-il simplement de laisser ton frère financer ton style de vie indéfiniment pendant que tu mentais à ta propre femme à propos d'un héritage inexistant? Lucas était assis là, figé, le visage cendreux. Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Il était acculé et il le savait. C'est ridicule, a claqué ma mère, tournant son regard furieux vers moi. Tu l'as monté contre toi. Tu l'as empoisonné contre ton propre frère. Il n'a pas eu à le faire, a dit Olivia, sa voix baissant, devenant plus personnelle, plus blessée. Lucas l'a fait tout seul. Parce que les 52 800 €, ce n'était que le début. Elle a cliqué sur un bouton et le tableur a disparu, remplacé par un nouveau document. C'était un résumé de dettes préparé par un professionnel. Il listait des prêts auto, des lignes de crédit personnel et des cartes de crédit maxées dont je ne connaissais même pas l'existence. Voici le clou du spectacle, le vrai coup de poignard, la vérité que j'ai découverte au cours des dernières 24 heures, a annoncé Olivia, la voix vibrant d'une fureur froide. Mon mari, votre fils, n'est pas endetté de 52 000 €. Sa dette personnelle totale, cachée à moi, s'élève à 96 500 €. 96 500 €. Le chiffre est tombé dans la pièce comme une bombe. Ma mère a laissé échapper un petit cri étranglé. Mon père avait l'air d'être sur le point de vomir. Même moi j'étais choqué. Je savais que c'était grave, mais je n'avais aucune idée que c'était à ce point. Les vacances, la voiture, la compte sur ce loft même, a continué Olivia, sa voix montant avec chaque mot. Tout est de la dette. Toute la vie qu'il a construite avec moi est un château de cartes, financé par des mensonges et par le sacrifice silencieux de son frère.
Il m'a menti sur son succès. Il m'a menti sur ses finances. Et il m'a menti sur sa famille. Elle s'est enfin tournée complètement vers son mari qui ressemblait à un petit enfant brisé. Tu m'as laissé croire que tu étais cet homme brillant et autodidacte. Tu as laissé ton propre frère s'épuiser financièrement pour maintenir ta fantaisie. Et puis mais c'est la partie que je ne peux vraiment pas pardonner où tu as eu l'audace de laisser ta famille l'humilier pour ça. Elle a regardé mes parents. Et vous aussi, vous l'avez permis. Vous l'avez regardé se produire. Vous avez adoré l'image et ignoré l'homme qui payait le cadre. Vous devriez avoir honte. C'était une annihilation complète et totale. Chaque mensonge, chaque secret, chaque injustice mis à nu sous les lumières crues du salon. Lucas a finalement craqué. Il a enfoui son visage dans ses mains et a commencé à sangloter. Pas des larmes calmes et regrettantes, mais des sanglots bruyants, déglutissants, pleins d'apitoiement sur lui-même. C'était le son d'un enfant doré à qui l'on avait enfin dit non pour la première fois de sa vie. Mes parents étaient sans voix. Leur visage était un tableau d'horreur et de honte. Ils ne pouvaient pas le défendre. Ils ne pouvaient pas nier la preuve à l'écran. Toute la fondation pourrie de notre famille s'était effondrée en 10 minutes. Je suis resté assis là, regardant tout se dérouler. Je ne ressentais pas de triomphe. Je ne ressentais pas de colère. Je ressentais juste du calme. Le poids de 52 800 € avait enfin été levé. Pas seulement de mes finances, mais de mon âme. J'étais libre. C'est le moment qui a tout changé. Le moment où j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Merci d'être resté jusqu'ici avec moi. Vous êtes incroyable. Si vous pouviez me faire une énorme faveur en likant cette vidéo et en commentant le chiffre 1 ci-dessous, ça me fait savoir que vous êtes allés jusqu'au bout avec moi. Ça n'aide pas seulement plus de gens à découvrir cette histoire. Ça me montre que mes expériences ont du sens pour quelqu'un quelque part. Votre soutien est la plus grande motivation pour que je continue à partager le reste de ce voyage. Dans le silence retentissant qui a suivi l'effondrement de Lucas, Olivia était la seule à sembler avoir un plan. Elle en avait fini avec le chaos émotionnel. Il était temps de passer à des solutions pratiques et brutales. Voici ce qui va se passer, a-t-elle dit, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Elle ressemblait à une PDG annonçant une restructuration d'entreprise. La famille, mes parents et Lucas inclus, la regardaient comme si elle était leur seul espoir. Premièrement, a-t-elle déclaré, le bail du SUV est résilié. Dès demain, Lucas, tu conduiras ma vieille Honda Civic. Elle est payée. Lucas a levé les yeux, le visage strié de larmes et bouffi. Mais mes clients. Tu n'as pas de clients, Lucas. Olivia l'a coupé froidement. Nous le savons tous les deux, donc tu n'as personne à impressionner. Deuxièmement, a-t-elle continué, le voyage en Italie que nous avions prévu pour le printemps est annulé. Nous aurons de la chance si nous pouvons nous permettre un week-end au parc d'État pour les 5 prochaines années. Toutes les dépenses non essentielles s'arrêtent immédiatement. Cela signifie plus de dîners dehors, plus de vêtements de créateurs, plus de gadgets. Elle a marqué une pause, laissant la réalité de la situation s'installer. Troisièmement, et c'est le plus important, tu vas trouver un vrai travail. Un travail avec un WE2 et un salaire régulier. Peu importe si c'est emballer des courses ou travailler dans un centre d'appel. Tu vas commencer à contribuer à cette montagne de dettes que tu as créée. Ta carrière d'entrepreneur visionnaire est terminée. Chaque point était un clou dans le cercueil de la vie que Lucas avait prétendu vivre. Mes parents sont restés assis là, hochant la tête hébétée, leur autorité complètement dépouillée. Ils n'avaient plus aucun pouvoir ici. Olivia, l'étrangère, l'épouse, était désormais aux commandes totales. Elle s'est ensuite tournée vers moi. Son expression s'est légèrement adoucie. Jacob, je suis tellement désolé. Je te promets que nous te rembourserons chaque euro. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant, Olivia, ai-je dit. Concentre-toi d'abord sur la remise en ordre de ta propre maison. Mes parents ont essayé de m'approcher quand la réunion s'est terminée. Ma mère a commencé avec des larmes. Jacob, on n'avait aucune idée. J'ai simplement levé la main. Je n'avais pas l'énergie pour leurs excuses. Pas ce soir. J'ai besoin d'espace, ai-je dit, la voix plate. Beaucoup d'espace. Je suis sorti de ce loft en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années.
Les retombées immédiates ont été chaotiques et douloureuses à regarder, mais elles étaient aussi nécessaires. La dynamique de pouvoir avait été irrémédiablement brisée. Lucas n'était plus l'enfant doré. Il n'était plus qu'un homme avec une dette énorme. Et je n'étais plus le bon fils. J'étais simplement Jacob. Et pour la première fois, cela me suffisait. Le règne de l'enfant doré était terminé. La reconstruction allait commencer. Quelques jours se sont écoulés dans un silence béni. Pas d'appels frénétiques, pas de textos manipulateurs. C'était comme l'œil du cyclone. Les vents destructeurs étaient passés, laissant un calme étrange et troublant dans leur sillage. Je suis allé au travail, je suis rentré chez moi, et j'ai savouré le calme, me délectant de la simple liberté de ne plus avoir à vérifier si la vie de mon frère s'effondrait. Puis un soir, on a frappé à la porte de mon appartement. Je n'attendais personne. J'ai regardé par le Judas et mon cœur s'est serré. C'était mon père, debout là, seul, paraissant plus vieux et plus fatigué que je ne l'avais jamais vu. Mon premier réflexe a été de l'ignorer, de faire comme si je n'étais pas là. Mais l'affaissement de ses épaules, le regard vaincu dans ses yeux, ce n'était pas la posture d'un homme venant pour un autre combat. C'était la posture d'un homme qui avait perdu. J'ai ouvert la porte. Henri, ai-je dit, utilisant son prénom. Ça sonnait étrange, mais papa ne semblait plus juste. Jacob, a-t-il dit. Est-ce que je peux entrer une minute? Je me suis écarté et je l'ai laissé entrer. Il est entré dans mon petit salon, celui où j'avais vécu 5 ans, pour pouvoir payer la vie de son autre fils et à regarder autour de lui. Il semblait le voir pour la première fois. Nous sommes restés dans un silence gênant pendant un long moment. A-t-il commencé, puis s'est arrêté, cherchant ses mots. Je suis venu m'excuser. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. J'avais tort, a-t-il enfin dit en me regardant dans les yeux. Ce que j'ai dit au téléphone, que tu étais cruel, c'était faux. J'avais tort. Il a pris une respiration tremblante. En voyant tout ça sur l'écran, les chiffres, ce à quoi tu as renoncé, nous aurions dû le voir plus tôt. Nous aurions dû poser plus de questions. J'aurais dû prendre ta défense à cette table de dîner. L'excuse était maladroite, hésitante, et des années trop tardives. Mais c'était aussi la chose la plus honnête qu'il m'ait dite en disant. Je suis désolé, Jacob, a-t-il dit, la voix craquant. Je t'ai échoué. En tant que père, je t'ai échoué. Une partie de moi voulait lui crier dessus. Une partie de moi voulait hurler, où était cette excuse pendant les 5 dernières années? Mais en regardant l'homme brisé devant moi, je n'ai ressenti qu'une profonde tristesse. J'apprécie que tu dises ça, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Mais il va falloir beaucoup de temps pour que les choses redeviennent normales, si elles le redeviennent un jour. Je sais, a-t-il dit en hochant la tête. Je comprends. Je voulais juste que tu le saches. Il n'est pas resté longtemps. Le gouffre entre nous était trop large pour être comblé par une seule conversation. Mais quand il est parti, j'ai ressenti une étincelle de quelque chose. Ce n'était pas du pardon. Pas encore. Mais c'était un début. Il avait reconnu la vérité. Il avait fait le premier pas difficile hors du brouillard du déni. Cela ne réparait pas le passé, mais cela rendait possible d'imaginer un avenir différent. Un avenir construit sur la vérité, et non sur des mensonges inconfortables. L'année suivante a été une année de changement silencieux et sismique. Comme promis, Olivia a orchestré une refonte complète de leur vie. Le SUV clinquant a été remplacé par sa vieille berline. Le loft a été mis en vente et ils ont emménagé dans un petit appartement modeste dans un quartier moins chic. Lucas a trouvé un emploi dans la vente dans un magasin de meubles local. Il n'y avait plus de vacances exotiques sur les réseaux sociaux. À la place, il y avait des photos de randonnant dans un parc voisin. C'était un retour à la réalité humble et brutale pour lui. Pour moi, la vie s'est épanouie avec 880 € supplémentaires sur mon compte chaque mois. La pression financière sous laquelle j'avais vécu pendant 5 ans s'est évaporée. J'ai commencé à cotiser massivement à mon fonds de retraite. J'ai versé un acompte pour un condo dans un beau quartier, avec balcon et chambre d'amis. Pour la première fois, j'avais l'impression de construire une vie pour moi, et non pas seulement de rembourser les dettes de quelqu'un d'autre. Ma relation avec ma famille est restée distante, mais civile. Ma mère appelait de temps en temps.
Ces conversations étaient remplies de banalités gênantes et d'une supplique désespérée et tacite pour que les choses redeviennent comme avant. Je gardais les appels courts et polis. J'en avais fini d'être son animal de soutien émotionnel. Mon père et moi parlions plus souvent. Nos conversations étaient encore guindées, mais il y avait désormais un nouveau courant de respect de son côté. Il essayait. C'était un processus lent et ardu, comme tourner un énorme navire, mais il essayait. Environ 6 mois après la réunion de famille, j'ai reçu une alerte de ma banque. C'était un virement direct de Lucas Cole. Montant, 100 €. Mémo, paiement à 100 €. C'était une broutille comparée à la montagne qu'il me devait, mais c'était aussi un miracle. C'était la première fois de toute sa vie qu'il me donnait quelque chose sans y être forcé. C'était une reconnaissance de la dette, à la fois financière et morale. J'ai fixé la notification pendant longtemps. J'ai pensé envoyer un texto sarcastique du genre, plus que 527 à venir. Mais je ne l'ai pas fait. C'était l'ancien Jacob, celui qui vivait en réaction constante à la dysfonction de sa famille. Au lieu de cela, j'ai répondu par un simple texto de 2 mots. Reçu. Merci. Les paiements mensuels ont continué après cela. Parfois 100 €, parfois 150. Une fois seulement 50, mais ils arrivaient toujours. Chaque paiement était une petite goutte d'eau régulière, érodant lentement la montagne de ressentiment que je portais encore. Ma promotion au travail est enfin arrivée. Celle que j'avais mise de côté parce que je n'avais pas la bande passante mentale pour assumer plus de responsabilités. Mon nouveau salaire plus élevé semblait vraiment m'appartenir, gagné pour moi et moi seul. J'ai recommencé à sortir avec des filles. Ma vie, qui avait été en noir et blanc pendant si longtemps, reprenait lentement des couleurs. J'ai appris que la guérison n'était pas un moment cinématographique dramatique. Elle était calme. C'était payer son propre prêt immobilier. C'était recevoir un paiement de 100 € de son frère et ressentir de la paix au lieu de la colère. C'était le travail lent et régulier de reconstruire une vie sur une base de respect de soi. Une base que personne ne pourrait plus jamais m'enlever. Un an jour pour jour après le dîner fatidique, une invitation est arrivée. C'était un texto de groupe d'Olivia. Nous organisons Thanksgiving cette année. Ce sera petit et simple. Nous serions ravis que vous veniez tous. Mon premier réflexe a été de dire non. L'idée de m'asseoir à nouveau à une table de Thanksgiving avec eux me retournait l'estomac. Mais ensuite j'ai considéré la source. Ce n'était pas une invitation de ma mère, imprégnée d'obligations et de déni. C'était d'Olivia, la porteuse de vérité. C'était un geste de reconstruction. J'ai décidé d'y aller. Leur nouvelle location était petite, mais propre et douillette. L'odeur envahissante de la dinde emplissait encore l'air. Mais quelque chose avait changé. La tension avait disparu. Le besoin de performer, de mettre en scène un bonheur familial parfait, s'était envolé. Lucas avait l'air différent. Il avait perdu une partie de son arrogance polie et arrogante. Il paraissait fatigué, mais aussi plus ancré, plus réel. Il m'a accueilli à la porte avec un calme. « Hey, Jacob. Content que tu aies pu venir. » Il n'y avait pas de rictus, pas de fanfaronnade. Juste un homme qui avait été humilié par la réalité. Le dîner a été le repas familial le plus normal que nous ayons eu depuis plus d'une décennie. La conversation ne portait pas sur la dernière aventure de Lucas ni sur mon travail raisonnable. Nous avons parlé du temps, d'un film que Megan avait vu, des progrès du jardin des parents d'Olivia. C'était ennuyeux et c'était magnifique. Plus tard, alors que j'aidais ma mère à débarrasser les assiettes, elle s'est tournée vers moi dans le calme de la cuisine. « Je sais que j'avais tort, Jacob, a-t-elle dit, la voix à peine un murmure. Elle ne voulait pas croiser mon regard, se concentrant plutôt sur le récurage d'une assiette avec bien plus de vigueur que nécessaire. J'avais tellement peur. Peur que si Lucas échouait, cela signifierait que j'avais échoué en tant que mère, que les gens me jugeraient. Ce n'était pas une excuse. C'était une confession. La dernière pièce cachée du puzzle. Sa motivation n'avait pas été seulement l'amour pour lui. C'était la peur pour elle-même. C'était égoïste et triste. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de colère envers elle. J'ai juste ressenti une pitié calme. Je la comprenais. Et en la comprenant,
Je pouvais enfin lâcher mon besoin qu'elle soit la mère que j'avais toujours voulu qu'elle soit. Je sais, maman, ai-je dit doucement. De retour dans la salle à manger, Lucas s'est levé, levant son verre d'eau. Tout le monde s'est tu. Je veux juste dire quelque chose, a-t-il commencé, la voix mal assurée. Il a regardé autour de la table, croisant le regard de chacun de nous, s'attardant un instant sur moi. Je veux porter un toast à la famille et au fait de se dire la vérité, même quand ça fait un mal de chien. Il a levé son verre vers moi, surtout. Nous avons tous levé nos verres. À ce moment-là, entouré des ruines de notre ancienne famille et du cadre fragile d'une nouvelle, j'ai enfin compris, je n'avais pas détruit notre famille il y a un an. Je l'avais sauvée. J'avais forcé sa rupture pour qu'elle puisse être reconstruite en quelque chose d'honnête. Cela fait maintenant un an depuis ce deuxième Thanksgiving. Les paiements de 100 € arrivent toujours sur mon compte bancaire chaque mois, comme une horloge. Le total cumulé de ce qu'il me doit semble à peine avoir diminué. Mais ce n'est plus le point important. L'important, c'est le geste. L'important, c'est la constance. L'important, c'est la marche lente et ardue vers la responsabilité. Notre famille n'est pas parfaite et ne le sera jamais. Il y a encore des cicatrices, encore des moments de gêne où les fantômes de nos anciens nous-mêmes planent dans les coins de la pièce. Ma mère a encore des moments où elle couve Lucas. Et mon père se retire parfois dans le silence quand les choses deviennent tendues. Mais c'est différent maintenant. La fondation a changé. La vérité est au grand jour et elle agit comme un désinfectant. Nous sommes tous plus prudents les uns avec les autres, plus honnêtes, plus vrais. Lucas et Olivia sont toujours ensemble. Ils se battent pour leur mariage, une bataille que je crois qu'ils peuvent réellement gagner. Leur vie n'est pas glamour, mais elle est à eux. Elle est construite sur des fiches de paie et des budgets, pas sur des mensonges et mes relevés bancaires. Parfois, quand nous parlons, j'aperçois des bribes du frère que j'avais quand nous étions enfants, avant que le monde ne lui apprenne que le charme valait plus que le caractère. Quant à moi, je suis heureux. Vraiment heureux. Je suis dans une relation sérieuse avec une femme merveilleuse qui connaît toute l'histoire et qui me respecte pour les limites que j'ai posées. Mon condo ressemble à un vrai foyer. Ma carrière prospère. J'ai enfin pris de vraies vacances à Hawaï et je les ai payées avec de l'argent qui était indéniablement le mien. Pendant longtemps, j'ai cru que poser cette limite à Thanksgiving avait été un acte de destruction. Je pensais avoir brûlé ma famille jusqu'au sol. Mais je vois maintenant que ce n'était pas un acte de destruction. C'était un acte de construction. J'avais dû brûler la structure pourrie et infestée de termites pour en construire une nouvelle à la place. J'ai appris que les limites ne sont pas des murs pour tenir les gens à l'écart. Ce sont des clôtures qui apprennent aux gens comment on s'attend à être traité. Elles ne sont pas cruelles. Elles sont une question de respect de soi. J'ai perdu l'illusion d'une famille parfaite, celle pour laquelle j'avais presque fait faillite financièrement et émotionnellement pour la maintenir. À sa place, j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux. J'ai trouvé moi-même. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà dû faire un choix difficile pour protéger votre propre paix? J'aimerais beaucoup l'entendre. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer ce que je partage.